stade T, je parle très vite, et on va essayer d'aller très vite parce qu'on a 40 minutes pour parler de beaucoup de choses. Alors, qui me parle? Plutôt, qui vous parle? Je me présente pendant une vingtaine de minutes. Donc, je suis Pierre Benayoun, j'ai 40 ans, je suis ingénieur informatique de la meilleure école d'informatique du monde, l'ENSER Mathmeka à Bordeaux. Je suis en mode one-man startup, déjà parce que ça fait beaucoup plus classe de dire qu'on est en mode one-man startup plutôt que de dire qu'on est développeur indépendant. Et deuxièmement, parce que j'utilise les techniques des startups pour essayer de gagner un peu ma vie avec mes et je fais la gestion de projet. Donc je viens de la plus belle ville du monde, Mathias, qui est Toulouse et qui le sait, Bordeaux, la plus belle ville du monde. Et j'ai travaillé notamment pour des clients comme Thales et Cdiscount. Je suis depuis 2013 le créateur du cabinet numérique, une énorme entreprise d'une personne. Et je suis chez Cop Alpha, une coopérative d'indépendants. Sans quoi on peut être dans le monde des startups et être en coopérative. Donc j'ai développé 4 apps. En 2014, My System Coach, qui était une app qui permettait d'avoir le temps processeur et mémoire. En 2015, Activity Report, qui vous donnait le temps passé en vélo, en voiture, et en vélo, ainsi de suite, à pied. Fit Plus, en 2016, qui donnait des plein de stats à partir de Google Fit. Et cette année, je sors Kilomètre, qui vous permet de savoir combien vous perdez de gras. C'est mon app actuelle, en version bêta, c'est celle que je vous ai demandé de télécharger tout à l'heure. Le but du jeu sur Kilomètre, c'est vraiment d'y aller franco et de vous dire, au lieu de parler de pas, de calories, de dire combien on a perdu de gras dans la journée. Alors, avant toute chose, l'histoire du dev indé qui devient riche. Quand on revient au 11 juillet 2008, c'est la création de l'App Store, et là, à cette époque-là, en 2008, il y a eu plein de success stories. Notamment, un gars qui a gagné 10 000 $ par jour avec une app, alors ceux du fond c'est peut-être compliqué, mais ceux du premier envoient le lien, qui s'appelait iFart, qui était une app qui faisait des bruits de paix. 10 000 $ par jour. Plus récemment, du Flappy Bird, 50 000 $ par jour. Toujours la même histoire. Un dev indé qui bricole une application dans son coin, il la publie, le public s'en empare et il devient riche. Donc Android et moi. Donc je programme sur Android depuis 2011. J'ai programmé sur CPC 464 en 87 pendant une vingtaine de minutes. Je suis devenu indépendant en 2013, j'ai décidé de sortir une app. Alors pourquoi? Raison numéro 1. Je vais passer un peu de temps sur cette slide. Pour 25 $ actuellement, on peut avoir un compte de développeur sur Google Play. C'est-à-dire que pour 25 $, pas un centime de plus, vous pouvez mettre sur le store 1 milliard d'applications qui seront téléchargées 1 milliard de fois. Pour 25 $, n'importe qui. Moi, quand j'ai commencé l'informatique, vraiment, mes études, c'est la fin des années 90, il y avait un truc tout con, mais quand on voulait développer des logiciels, à l'époque, c'était sur CD. Et les CD, il fallait les imprimer et les distribuer. Maintenant, vous avez juste à faire le compte Google Play pour 25 $, vous uploadez votre app, et en théorie, les gens à Brisbane, Yokohama, Le Cap, ainsi de suite, peuvent la télécharger par millions. En théorie. Donc, j'avoue que je me suis dit, si un mec fait une app sur des P qui gagne 10 000 $ par jour, il y a un truc à faire. Plus proche de moi, je suis un des fondateurs du BOG, le Bordeaux Android User Group, et j'avais pas mal de copains qui me racontaient des histoires de j'ai fait ma petite app en 2009-2010, puis elle me rapporte bonhomme allant 200 à 300 € par mois avec la pub, sans faire beaucoup d'efforts. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis, je suis assez fier de ce gif. Il y a eu, oui, c'est une licorne qui chie des glaces. Il y a eu à ce moment-là c'est un peu du bullshit ou du unicorn shit sur les startups. On se disait, il y a plein de startups qui marchent, des gens qui créent une startup au fin fond de la Sibérie et qui deviennent milliardaires en très peu de temps. Et j'avoue que je suis tombé dans le piège de me dire qu'il y avait possibilité pour une toute petite équipe de une personne de gagner des sommes complètement folles et de faire des gifs rigolos. Donc, en 2014, je sors My System Coach, qui est une app qui vous donne le temps processeur et la mémoire utilisée par votre téléphone. Ça n'existait pas trop, surtout qu'il n'y avait pas de notification qui faisait. Et je me suis dit qu'il y avait un marché à prendre, surtout que c'était un vrai problème que j'avais avec mes téléphones à moi. Alors, déjà, pour m'appeler, j'étais très fort en UX, parce que je faisais que des demi-UX en fait. Je prenais que le haut de l'écran. Et moi, j'étais un rebelle. Donc, je l'ai sorti. Puis je me suis dit, les copains, il va gagner un peu d'argent sans faire de pub, je vais y aller franco, je vais tenter ma chance. J'ai demandé aux gens de Frandroid si je peux faire des articles. Ils ont été idiots, ils ont dit oui. Donc, j'en ai fait 5 ou 6.
Alors je me suis dit, alors j'ai fait une appli qui est quand même pas mal. J'avais des notes qui n'étaient pas mauvaises, aux alentours de 4, 4,2, 4,3 sur Google Play. Je fais du marketing, avec ça j'ai tout explosé. Et donc j'ai gagné 276 €. C'est les chiffres de hier matin. Je préfère pas faire le ratio par mois. Donc voilà. Donc mon super projet sexy, c'est bien cassé la gueule. Je me suis pris une gamelle et des baffes. Si vous regardez bien, c'est culte parce qu'il y a 3 mains. Voilà, j'en ai pris plein. Donc, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Cette conférence va essayer d'y répondre. Je n'ai pas encore la réponse parfaite, puisque je ne suis pas milliardaire, et j'espère bien revenir dans 3 ou 4 ans, vous dire que je me suis planté dans cette conférence d'aujourd'hui et que je suis devenu milliardaire et que ça a changé, mais voici quelques éléments de réponse. Pourquoi? Alors déjà, petit sondage. Qui a très bien gagné sa vie grâce à une app? On va dire un truc sympa, pas trop, 5 000 € par mois pendant plusieurs mois. Alors pour ceux qui sont sur YouTube, il n'y a personne qui lève la main. Ah, si, il y en a un. Tu vis à San Francisco? Bon, un. À qui c'est arrivé dans votre entourage? Le vrai entourage, hein, pas le copain d'un pote, ainsi de suite. 2, 3, 4, 5. Pas mal. Dernière fois que vous en avez entendu parler d'un succès? 2015? 2016, 2017? Il y a quelqu'un qui a dit hier quand même? Bon, vous n'avez pas tous levé la main. C'est quand même assez rare. Ça change petit à petit, il y en a de moins en moins. Même si ça arrive. Alors la vraie question, c'est comment est-ce que je, par exemple, pour avoir 2-3 chiffres, comment est-ce que je gagne 2 000 € par mois? J'ai pris du vrai vocabulaire de mineur. Alors j'ai fait plusieurs tests. À votre avis, c'est 5 000 téléchargements, 20 000, 100 000? Non. Qui dit 5 000? Ouais, tout le monde dit c'est facile, c'est 100 000. C'est ça. Alors c'est la méga truelle de sa race, hein. C'est compliqué, je vous parlais tout à l'heure sur la partie business model, mais c'est grosso modo 100 000. Voilà. L'effet que ça fait. 100 000 téléchargements. Donc déjà, il faut attendre 100 000 téléchargements. Faisons un point sur la concurrence pour voir si c'est facile. Google Play, à l'origine Android Market, a été créé le 22 octobre 2008. Alors, j'ai pas tous les chiffres, mais si on regarde le nombre d'applications qu'il y avait sur le store, alors pour ceux du fond, vous voyez peut-être pas très bien, il y en avait 16 000 en décembre 2009. Et haute précision, j'ai mis, dans la mesure du possible, mes sources. Pour vous montrer que je raconte pas que des bêtises. Donc, on était à 16 000 en 2009, et aujourd'hui, on a 2 800 000 applications. Pas développeurs, hein, 2 800 000 applications. Si on compare ça au nombre d'utilisateurs, alors là les chiffres sont très difficiles à trouver, mais en 2009 il y en avait 250 millions et aujourd'hui plus de 2 milliards. Alors je fais un calcul assez rapide pour vous montrer la différence. C'est une estimation, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais grosso modo vous avez aujourd'hui 750 utilisateurs par app, en moyenne. Si on fait un calcul rapide, pour arriver à 100 000, ça montre le gap qu'il faut franchir. Un point qualité. Alors, j'ai pas trouvé d'app, j'ai pas trouvé de copie d'écran de beaucoup d'apps de 2008-2009. Néanmoins, voici le Google Market à la sortie. Je pense que si vous sortez une application comme ça aujourd'hui, vous allez vous faire bâcher. Ouais. Autre point, alors je l'ai appris hier pendant la keynote, au début de Google Market, toutes les applications étaient gratuites. Toutes. Ils n'avaient pas implémenté la chaîne app, ainsi de suite. Et cette culture du gratuit est restée. Puis voilà aujourd'hui le Google Play, voilà, super évolution. On attend ça maintenant de n'importe quelle app, de n'importe quel développeur étudiant qui a fait de l'Android depuis 2 mois. On attend de la super qualité qui déchire sa race. Un point sur la hype. C'est le Hype Cycle, si je me rappelle bien. Ça vient de Wikipédia. En app 6, on leur donnait, je ne sais jamais, la visibilité ou même la sexitude des apps, à droite le temps. En 2008, quand c'est sorti, rapidement, il y a eu le peak of inflated expectation. Les gens attendaient plein de choses des apps. Moi, en 2009-2010, ceux qui avaient déjà un téléphone, je passais quelquefois des heures sur Google Play à chercher des applications sympas. Là, malheureusement, je pense qu'actuellement, on est plutôt là. La désillusion, le côté blasé. Ouais, les apps, c'est pas top. Je peux passer par un site internet, c'est pas ça qui est le plus intéressant, ainsi de suite. Je suis pressé qu'on remonte et qu'on aille là, mais en ce moment, on est plutôt en bas. Donc, les gens viennent moins chercher votre app. Les attentes utilisateurs. Avec tout ce que je viens de dire, un utilisateur moyen s'attend à, pour un besoin donné, qu'il y ait une flopée d'applis gratuites hyper léchées, hyper bien faites, qui répondent parfaitement à son besoin.
On est une petite app qui parle le bruit de paix, qui est bricolée en 5 minutes, c'est pas ce qu'on attend maintenant. On veut un truc hyper léché, hyper bien fait. Et on s'en fout que ce soit un développeur indépendant ou une équipe de Facebook ou Google avec 500 personnes qui le fassent, pour que ce soit parfait, qui que soit le développeur de l'appli. Alors, qui n'est pas dérangé par le fait de payer une app? 1 euro par mois. Vraiment? Qui c'est qui paye un abonnement sur ces apps? En vrai? Qui n'utilise pas d'adblocker? Bravo! Ça n'est pas tout seul. Juste sur Android. Qui n'a jamais piraté une app? Jamais. Menteur. C'est bon, on ne vous voit pas sur YouTube, hein, personne ne saura. Qui préfère les apps gratuites, sans pub et qui a déjà été jusqu'au piratage? Pas compris. J'y crois pas. Ah, j'en ai qui l'ont fait. Ah non, mais qui préfère les apps gratuites sans pub et vous avez déjà piraté des apps qui avaient de la pub, mis un bloqueur ou piraté une app payante, ainsi de suite? Tout le monde? Non? Oh. Qui préfère les apps gratuites? Par étapes déjà. Qui préfère les apps sans pub? Qui a déjà piraté en plus? On va oublier la dernière truc. Bon. J'en suis un. Vous aussi, plus vous êtes des menteurs. Vraiment. Moi, je le dis, hein, je suis en train de me plaindre en tant que développeur, je me plains pendant 40 minutes sur le fait que c'est difficile, mais souvent, quand je cherche une app sur Google Play, s'il y en a une payante, j'en cherche s'il n'y en a pas une gratuite, et j'en trouve, hein, vu qu'il y en a 2 800 000. Mais elle est moins bien, donc j'en prends qu'une des deux. Et aussi, une fois, j'ai fait des tests sur une de mes apps, c'était des tests de paiement en ligne. C'est la première fois que je le faisais, et c'était compliqué sur... la première version du paiement en ligne de Google n'était pas top. Et j'avais vraiment peur que ça ne marche pas, et j'ai fait tester à des copains, et je leur ai dit, tu peux acheter mon app, je te rembourserai, je te paierai un coup. Et il y en a un qui m'a dit, non, c'est pas la peine, je l'ai piraté. Un copain. Mais 1,99 €, je l'ai remboursé. C'est la vie. C'est la vie. Alors quand je parle de connard, un gros. 25% des utilisateurs utilisent une application une fois. On en reparlera après, vous allez voir que ça fait mal. Une application moyenne, comme vous le lisez, ça perd 77% des utilisateurs en 72 heures. Donc 2 jours après, vous avez 2-3 jours après, vous n'avez plus qu'un tiers de vos gars. Celui-là est un peu plus long à lire. 5% des utilisateurs ont payé pour même nom de vallée sur Android, 40% sur iOS. L'utilisateur Android est un plus gros connard qu'un utilisateur iOS. Voilà. Alors pour un développeur, c'est... Ça, on a envie de partir en courant. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Avant toute chose, pour des tables, combien de temps il nous reste, Antonin, s'il te plaît? 24 minutes et 26 secondes. Ah, ok, pas trop mal. Ça va, je parle pas trop vite. Je regarde pas trop l'écran, je sais que je le fais, mais j'essaie de m'améliorer. Je dis pas trop eux. Ça va? Il y en a qui ont envie de partir? Je suis ton premier fan. Donc, pourquoi est-ce que je me suis pas arrêté en 2014? Pourquoi est-ce que, comme un con, j'ai fait en 2015 Activity Report, en 2016 Fit Plus, 2017 km/h et que je suis toujours pas riche? Pourquoi est-ce que je suis pas parti dans l'immobilier, la boulangerie, je ne sais pas quoi? D'abord, parce que je suis un gros idiot qui est têtu. J'aime pas ne pas savoir pourquoi ça marche pas, donc j'ai insisté. Deuxièmement, pour des raisons plus prosaïques. Je venais de démissionner et grâce au Pôle emploi, j'avais 60% de mon salaire pendant 2-3 ans. J'en profite pour dire que on parle souvent de start-up à San Francisco, ainsi de suite, mais la technologie française, l'innovation en France doit énormément au Pôle emploi. Je connais énormément de gars qui ont fondé des start-up ou des boîtes qui se sont basés sur le Pôle emploi. Pôle emploi, le plus grand, et on a un grand pays d'Europe, donc c'est un des plus grands, comment dire, mécènes de l'innovation en Europe. Oui, on peut l'applaudir pour leur bravo. La région Aquitaine m'a donné une subvention de 24 000 € pour me permettre de développer mes apps. Deuxième point, j'ai discuté avec des créateurs de start-up à Bordeaux et alors je pense que c'est pareil dans d'autres régions, mais je vais faire un peu de patriotisme. Pas de nationalisme, un patriotisme bordelais et de la Nouvelle-Aquitaine, mais quand on décide de faire une application ou une start-up qui s'attaque directement au marché mondial, être à Bordeaux c'est très bien parce que les collectivités locales sont présentes, tous les acteurs sont présents pour vous aider.
des gens qui avaient beaucoup de mal à trouver des rendez-vous sur Paris. À Bordeaux, ils ont fait une réunion d'une après-midi avec la région Nouvelle-Aquitaine, BPI, la CCI et d'autres investisseurs qui leur a permis de partir très vite dans leur développement. Et comme je l'ai expliqué, maintenant, on peut partir n'importe où pour distribuer dans le monde entier. Donc c'est aussi facile de développer une start-up à Bordeaux qu'à Paris, Vladivostok, et ainsi de suite. Bon, après, ça ne vaut pas San Francisco. En plus, San Francisco, c'est pas cher la vie. Mais on peut faire des belles choses dans nos régions. J'ai rencontré les gens de Google à une conf et j'y étais au culot. Ils disent: vous ne voudriez pas faire un Google Developer Launchpad à Bordeaux? C'est ça qui est sympa dans l'esprit développeur. Ils ont dit pourquoi pas. On l'a fait. Et un Google Developer Launchpad, en fait, c'est une semaine où 40 mentors aident 12 startups sur 4 thèmes dont je vais parler après: produit, UX, marketing et technique. Je ne parlais pas de technique, désolé. Et ça m'a beaucoup aidé, puisque j'étais une des startups, je les ai fait venir, et donc ils m'ont aidé pour un de mes projets. Et j'ai appris beaucoup de choses, donc ça m'a donné envie de continuer. Et puis aussi, je suis le cofondateur du collectif Quinconce. On est 15 tueurs sur la technique, sur les projets innovants. Et j'ai des collègues qui sont dans l'UX, dans le marketing, dans d'autres domaines, qui m'ont donné plein d'idées pour continuer. Donc vu que j'avais un peu d'argent, du temps, plein de projets, j'ai continué comme un idiot peut-être, mais j'ai continué. On va parler de philosophie. Avec Derrida à la respect. On revient à ce qu'on a dit. Toujours la même histoire. On a des bricoles d'application dans son coin, il publie, il s'en empare, il y en a quelques-uns parmi vous. Bravo. On va dire bravo. On va bien aimer vous traiter de nom d'oiseau, mais bon. En vrai, Derrida, est-ce qu'il y a des spécialistes de Derrida ici? Je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est quelqu'un qui déconstruit les discours, qui les questionne pour savoir ce qui est caché derrière. Donc, si Derrida nous aide là-dedans, si on déconstruit un peu, je fais une bonne appli sur mon coin. Qu'est-ce qu'une bonne appli? Vous savez, le bon chasseur et le mauvais chasseur. C'est quoi une bonne appli? Le public s'en empare. Comment l'application trouve-t-elle son public? C'est facile de dire public s'en empare. Moi, ça n'a pas marché. Je deviens riche. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Ça va nous servir sur les 3 prochains chapitres. Alors, qu'est-ce qu'une bonne appli? Alors, l'appli, c'est qu'elle a fait ce qu'on lui demande, elle fait le job, elle est optimisée, pas de bug, bonne ergonomie, sécurisée, voilà, vous savez, obfusquer le code, tout ça, blablabla. C'est pas assez. C'est le minimum syndical. L'utilisateur qui est un connard attend que n'importe quelle appli fasse ça. Gratuite, pas gratuite, il faut qu'elle le fasse. C'est le minimum syndical. Voici des super produits à la con qui font le job. Surtout celui-là, pour Windows. Ça vous permet de faire le contrôle là-dessus. Le truc est réglable. Parfaitement optimisé, tout ça, simple, pas cher, c'est absolument le job. Là, si vous êtes enrhumé, très pratique. Là, il y a eu un problème marketing, c'est un peu orangé, alors que le monsieur est cheveux gris, mais c'est améliorable. Ce suite est bio, tout ça, tout ce que vous voulez. Ça fait le job. Qui va en acheter un? Voilà. Donc, une app qui répond aux besoins, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est une app qui répond le plus superbement possible aux attentes de l'utilisateur. Je détaille un minimum. Ça fait partie de la notion de produit. Est-ce que votre produit répond aux attentes de l'utilisateur? Donc, une app qui répond le plus superbement possible aux attentes de l'utilisateur. L'effet waouh. Rappelez-vous la première fois que vous êtes passé de Yahoo à Google. Oh putain, il n'y a rien, il y a juste avec le truc et on a la bonne réponse. Même que je vais essayer d'appuyer sur le bouton, j'ai de la chance. Il y a ça, il n'y a pas que ça. J'ai créé l'Activity Report en 2015, donc, qui est une... là, vous voyez un peu le détail, ça vous donnait le temps que vous avez passé à faire des choses, là, il n'y a rien, et le nombre de calories que vous aviez dépensé. Une application qui était plutôt bien notée, sympathique, je la trouvais jolie, là, je ne m'étais pas planté, je n'avais pas mis l'UX tout en haut. J'avais des bons retours. Et puis un jour, il y a une petite entreprise qui s'appelle Google, qui a sorti Google Fit. Donc, quand je reviens un peu en avant, quand je dis le plus superbement possible, il faut que vous démarquez la concurrence d'une manière ou d'une autre. Si vous faites le truc hyper bien, mais que tout le monde le fait hyper bien, ben, ça va être très très compliqué de démarquer. Donc moi, quand ils ont fait ça, je suis passé à autre chose, parce que bon, le plus superbement possible aux attentes de l'utilisateur. Je mettrai les liens sur YouTube, hein, parce que celui-là, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais grosso modo, il y a une trentaine d'attentes. Les produits à la con répondaient à aucune vraie attente. Là, il y a des attentes. Un jeu vidéo, ça peut être du fun. Vous pouvez avoir la nostalgie, ainsi de suite. Si vous répondez à aucune attente, vous n'y arriverez pas. Donc il faut se poser la question, quand on crée son appli, à quoi je réponds comme attente, à minima. Lors du Launchpad, ils en parlent beaucoup parce qu'ils se sont inspirés de ce qui se fait à Y Combinator, qui est le plus grand incubateur de start-up du monde, et par Sam Altman. Eux, ils parlent carrément de problème.
Si vous aviez une appli qui s'appellerait No Hangover, pas de gueule de bois, qui, je ne sais pas comment, permettait d'enlever votre gueule de bois au lancement, ce serait plus facile de la vendre que n'importe quelle autre appli. Même si elle était buggée complètement, faire lancer 3 fois, ainsi de suite, ce serait plus facile. J'espère un jour trouver la solution, mais je ne sais pas. Moi j'assume, hein, c'est plutôt des applis gadgets. Hein, si vous avez une appli qui répond à un vrai problème, ça va être beaucoup plus facile. Et puis aux attentes d'utilisateurs. Ça s'appelle extensio.com, ça permet de faire ce qu'on appelle les personas. Tout le monde sait ce que c'est qu'un persona? Bah maintenant vous savez. Le persona, c'est en fait, vous décrivez votre utilisateur le plus dans le détail. Moi, au début, j'avais dit, par exemple, Activity Report, ça peut servir à tout le monde. Et là, on m'a dit, d'accord, les gens en fauteuil roulant, ça les intéresse de savoir combien de temps ils font en vélo? Non. Les gens qui n'ont pas de téléphone mobile, est-ce que ça les intéresse là? Non. Ainsi de suite. Et très rapidement, on arrive à des choses qui peuvent être très précises. Regardez, on a sa personnalité, ses motivations, son âge. Alors, c'est une simulation, hein, mais plus on en sait, plus on est intéressé. Les marques qu'il aime, ainsi de suite. Donc, plus vous savez à qui vous adressez, mieux c'est. C'est encore mieux si vous mettez une belle photo de vous-même. Non, si vous êtes vous-même le persona. Moi, mes applications, elles répondent vraiment à mes attentes. Et ça me permet de savoir en permanence si ça m'aide ou pas. Donc, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez vous adresser à un autre public, mais c'est un plus. C'est pas une science exacte. Dans les photos des produits à la con, j'ai trouvé ça sur un site qui date de 2005-2006. J'ai trouvé ça. Le selfie, comment ça s'appelle déjà le selfie? Selfie stick. Alors je sais pas si ça s'appelait comme ça. En 2005 je pense, hein, parce que quand tu vois les vieux téléphones. Ça c'était un produit à la con, ça montre que c'était aussi. Quelques années plus tard, ils s'en est vendu des paquets. Et maintenant c'est redevenu un produit à la con. Donc, quelquefois il y a un moment de timing. À un moment ça marche pas, puis 2-3 ans après ça marche. Comment l'application trouve-t-elle son public? Alors, vous avez fait votre appli, effet waouh. Sur Google Play, vous avez 6 sur 5. Ah, donc ça attend succès. Faut pas être naïf. Ça marche pas comme ça. Donc déjà, vous avez 2 800 000 concurrents. 2 799 999. À peu près. L'utilisateur est un connard. Donc voilà. Alors, la résolution de mon écran fait à peu près 1920 sur 1080, ça fait un peu moins de 2 800 000 pixels. J'ai mis mon appli en rouge. Est-ce que ceux du fond la voient? Même si elle est géniale ici, on ne la trouvera pas facilement. Surtout si les gens ne viennent pas 1 heure par jour sur Google. Donc ce qu'il faut faire, c'est la mettre un peu en valeur. Quoi. Viens chercher mon appli, viens voir comment elle est bien, viens voir comment elle est géniale. Et ça s'appelle, c'est une app qui va chercher ses utilisateurs, c'est la réponse. Ça s'appelle du marketing. Tous ceux qui... Voilà, maintenant vous... Moi je pensais que c'était du bullshit le marketing. Pas de... Ça peut, hein, mais pas que. Alors, comment ça marche le marketing? Malheureusement, il n'y a pas le Stack Overflow du marketing. Quand tu as un gros problème, alors ça, c'est dessus, hein, un truc hyper pointu, technique, tu mets sur Stack Overflow, tu as 30 réponses avec 2 mecs qui te expliquent que... Enfin bon, c'est effrayant. Dans le marketing, quand tu tapes sur Google, en général, tu as un mec qui te propose pour 10 000 € par mois à peine. Donc c'est plus compliqué. D'ailleurs, moi, j'ai quelques pistes. Le Secret Com des artistes à succès, c'est une agence qui a fait ça sur Medium. Alors, a priori, ça ne devrait pas nous toucher. Mais le Secret Com des artistes à succès, ça explique que dans le monde de la musique, une musique qui est bien faite, c'est pas suffisant. Un peu comme une âme qui fait le boulot, c'est pas suffisant. Il faut donner une âme à votre groupe, à votre musique. Pensez à Lady Gaga, qui était une artiste new-yorkaise tout à fait lambda, qui ne marchait pas. Le jour où elle a commencé à s'habiller n'importe comment, à montrer vraiment quelque chose de percutant, ça marche. J'illustre. Si je vous dis ça, l'utilisateur est dans une position de force telle qu'il est beaucoup plus attentiste et demande pour un coup. Nul une application n'est plus léchée qui répond parfaitement à ses attentes, et j'en suis un, ainsi que vous-même. Ça, c'est plus percutant. Autre point. En pratique, j'avais fait Fit+, puisque Activity Report, Google a fait Google Fit, ça ne marchait pas. Je me suis dit, je vais essayer de faire Fit+, qui va donner beaucoup plus d'informations que Google Fit. Parce que j'avais découvert que l'API de Google donnait accès à beaucoup plus d'informations que ce que l'appli faisait. Donc j'ai fait Fit+. Alors Fit+, voilà, bah, c'est une appli de plus qui te donne les pas, le temps d'activité, les calories, ainsi de suite. Une app de plus. Pour se démarquer, c'est pas top. Donc j'essaie de faire kilomètre-heure. Et là, ça te parle de gras, de fat. Donc j'essaie de donner une âme de quelque chose. Je ne sais pas si ça a marché, mais j'essaie de me donner une chance en plus.
On voit d'ailleurs que marketing et produit sont liés. J'ai changé mon produit pour faire du marketing. Une de mes premières erreurs, c'est de me dire, je fais d'abord le truc qui fait le job, ensuite je vais essayer de faire de la pub, ensuite je verrai comment je gagne de l'argent, ainsi de suite. Non, il faut dès le début penser à tout en même temps. Ce qui n'est pas facile. Lors du Launchpad de Toulouse, Guillaume Martin nous a parlé d'un livre qui s'appelle Traction, tractionbook.com, qui donne pas moins de 21 techniques. Il conseille grosso modo d'en essayer une ou deux à la fois, puis de voir comment ça marche. Vous irez voir sur YouTube ou par le lien comment ça le détaille, mais c'est intéressant pour vous donner des pistes. Il y a tout, hein, il y a faire des conférences par exemple. Donc qu'est-ce que ça donnait moi alors? Frandroid, 3000 téléchargements, plus que 97 000 pour avoir un salaire. J'ai utilisé les native ads pour FitPlus, c'est très facile à mettre en œuvre. C'est plutôt sympa parce que j'ai mis 100 € pour faire un test et j'ai eu 400 téléchargements. Donc on peut peut-être faire des choses comme ça. Et puis là, tout à l'heure, j'ai fait un test. Hein. Je verrai tout à l'heure combien ça a apporté de téléchargement. J'espère 97 000. Mais... Alors, comment gagne-t-on de l'argent? Avant tout, un petit point, combien de temps me reste-t-il? 11 minutes. Ça va le faire. Alors, comment gagne-t-on de l'argent? Allons vite. Donc, 100 000 téléchargements, c'est vraiment la truelle pour 2 000 € par mois, c'est 100 000 téléchargements. On rappelle l'objectif. Malheureusement, c'est pas aussi simple, c'est très très compliqué. Je vais aller vite là-dessus parce que déjà il y a plusieurs business models. Il y a la pub toute bête, la vente directe qui se fait quasiment plus, parce que vu que l'utilisateur est un connard, il ne va pas payer pour voir. Hein. Vente directe, c'est sur Google Play directement payant. Il y a l'achat in-app, les abonnements, ainsi de suite. Le freemium qui est un best-of, donc c'est gratuit avec de la pub et puis si vous avez des fonctionnalités en plus, vous payez. Les affiliations. J'ai un collègue qui a un blog, hein, c'est pas un site, mais un blog sur New York. Il a une affiliation avec Air France. Chaque fois que quelqu'un prend un billet via son site, il touche une petite com. La vente de données, si vous n'avez aucune éthique. Et le mécénat, si vous donnez tous de l'argent maintenant, non, je plaisante. Il y a Patreon qui se fait, pour l'instant, pour les youtubeurs. Mais on donne régulièrement à quelqu'un qui fait la création par mois. Et au bout de 10 000 personnes qui t'aident, tu peux gagner un salaire. Alors, pour vous montrer la complication, la pub. Pour faire de l'argent, ça marche au clic. Ce qui n'est pas forcément très intuitif, ça ne marche pas à l'affichage. On pourrait se dire, la pub, on fait dans les journaux papier, on ne peut pas cliquer, donc pourtant ils payent la pub. On pourrait se dire qu'à chaque fois qu'on affiche la pub, on touche de l'argent. Non, non, on touche de l'argent avec les clics. Pour qu'il y ait des clics, il faut que l'utilisateur soit dans l'app et clique. Alors là, vous me dites, oui, il est bien gentil, c'est plutôt clair, mais ça change pas mal de choses. Parce que c'est plus une affaire de flux que de téléchargement. Si vous avez 5 millions de téléchargements et personne qui vient sur votre app au jour le jour, vous avez perdu. Donc il faut plus réfléchir en termes de flux que de téléchargement. Et déjà, ça change pas mal le jeu. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, il faut une app qui a assez d'utilisateurs réguliers qui font des actions financières. Je n'ai pas trouvé de terme plus vilain, mais c'est pour dire, soit ils achètent, soit ils prennent du freemium, ils se disent que c'est sympa, ils vont aller sur Patreon pour vous sponsoriser, ils cliquent sur la pub, ainsi de suite. Ça, c'est le business model. Sachant que l'utilisateur est un connard, ça fait encore plus mal ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que les gens viennent souvent. 25% d'utilisateurs, ils vont l'utiliser qu'une fois. Pour cliquer sur les pubs, ça ne va pas être facile. Au bout de 72 heures, vous avez 77% en moins. Les gens ne payent pas, ils piratent. Donc c'est compliqué. Et on voit que les trois sont liés. Puisque, par exemple, on ne fait pas le même marketing pour une app qui va aller sur Patreon qu'une app qui sera sur Freemium. Le produit, ça n'a pas le même. Si vous faites du Freemium, il faut qu'il y ait une partie du produit qui soit directement disponible gratuitement et l'autre partie qui soit disponible quand on paye. Laquelle, c'est toujours très compliqué. Donc, quand on y pense, par exemple, les articles sur Frandroid, je vous avez parlé, ils avaient à peu près 3000 téléchargements. Ça se voit, hein, ça monte d'un coup d'un seul, poum, 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 poum. Puis après, c'est très long. Mais quand on regarde ça fout un peu la trouille. Quasiment juste après, ça s'effondre. Donc, quand le marketing et le produit sont liés, il faut que vous fassiez des actions de marketing régulières. Quand on parle de sous, donc vous savez que je n'ai pas fait fortune, voilà ce que ça donnait sur mes applis. Donc, My System Coach, j'ai dit une vraie fortune. FitPlus, j'avais que de la pub en bas. Je crois qu'on le voit à un moment dans le GIF. J'avais la fameuse bannière que tous les développeurs ont essayé au moins une fois dans leur vie. Ça ne marche pas très bien. Ça m'a rapporté 47,86 € pour 4400 installs. Kilomètre-heure, c'est en cours. Le but du jeu, c'est du freemium, donc il y a de la pub, des abonnements de 50 centimes à 4,99 €, genre si vous voulez vraiment être mécène, avec des fonctionnalités en plus. Vu que c'est une version bêta, pour l'instant, je propose surtout une notification, une analyse poussée de toutes vos données depuis que vous avez Google Fit. C'est en cours de test. Ça
fait partie des tests. Tel que je changerai, ce sera peut-être un moment où je passerai directement totalement en pub, totalement en freemium, je verrai. Alors, la recette du succès. Bon, déjà, j'y mets le dîner. Là, c'est mon état de ma réflexion du moment. Alors, je vais vite. Hein. Les questions qu'on avait, les réponses. Une appli qui répond le plus fièrement possible aux attentes de l'utilisateur. Je vais très vite. Qui va chercher l'utilisateur. Ça donne ça en tout. Une app qui réussit à atteindre ses utilisateurs, répond le plus supérieurement possible à leurs besoins, ce qui incite à faire régulièrement des actions financières. T'as fait du boulot pour une seule personne, nom de Dieu. En plus, c'est pas fini. Bonus stage, UX. UX, pas UX, hein, de Marc Dorcel. Je voulais la faire celle-là. Une app qui répond le plus supérieurement possible aux attentes de l'utilisateur. Il va chercher ses utilisateurs, je l'ai mis en rouge. Les utilisateurs réguliers. Donc l'utilisateur est central. Le client est roi 2.0. Si en plus le client est un connard, c'est pas facile. C'est du bon sens hein, quand je dis client est roi 2.0. C'est donc plusieurs expériences, on entend de plus en plus parler. Notamment, moi j'en ai beaucoup discuté avec Carole Baudry du collectif Quinconce. Voilà, c'est pas que de l'ergonomie ou du design. L'ergonomie c'est interface utilisateur, voilà. L'expérience utilisateur, c'est produit plus utilisation. Les gens n'aiment pas quand il faut secouer quelque chose, donc c'est mieux de le mettre directement en bas. Ça va très très loin. On retrouve de l'UX des choses dont on a parlé, business analyse, marketing, ainsi de suite. Et l'aventure commence ici, voire même directement dans la conférence. Vous avez peut-être utilisé, j'espère, vous avez utilisé mon app Kilomètre, mais votre première expérience avec Kilomètre, c'est pas le jour où vous installez l'app. C'est quand vous allez sur le site pour vous entendez parler avec moi. Donc ça commence très tôt. Donc c'est une expérience temporelle. C'est une chose auquel on ne réfléchit pas. Il y a la découverte, la première utilisation régulière, le partage, la fin d'utilisation, on espère que ça. Et ça a des conséquences. La découverte, les implications. Découverte, c'est du marketing et du produit. Il faut faire du marketing pour que les gens trouvent votre appli, puis il faut que le produit soit sympa dès le début. Cyril qui n'est pas là, c'est un méchant. Cyril Mautier hier a parlé du splash screen, vous savez, l'écran de débarrage. Ça commence dès là. Si vous avez un splash screen qui dure des heures, ça va pas marcher. La première utilisation, c'est produit et marketing. Je vais vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Utilisation régulière, partage. Et bien évidemment, cette utilisation, c'est l'immunité qui fait jamais de mal dans ces moments-là. Donc tout est lié. Cinq minutes. Oh, nom de Dieu. On procède comment? Alors je vais aller vite. Alors j'espère que vous avez sorti l'idée du mec qui a une vision, qui travaille dans le garage de Apple, qui sort son app, qui a un effet waouh, les gens trouvent ça génial, la monnaie arrive toute seule, ainsi de suite. Et vous êtes riche. J'espère que vous êtes parti de cette idée qui est vraiment naïve. En fait, ça ne marche pas beaucoup, c'est beaucoup plus compliqué, il y a plein de choses à faire. Comment on fait? Le Lean Startup, là il y a le détail. Donc c'est lié aux startups, c'est pas que du bullshit les startups. L'idée c'est quand même de... On construit, on mesure, on apprend, on reconstruit. Donc cette notion de, c'est pas un sprint, j'espère que je l'ai dit, c'est un marathon, pour vous allez faire plusieurs étapes. Le MVP, vous en avez entendu parler déjà hier, tout le monde sait ce que c'est. Le Minimum Viable Product, c'est-à-dire que vous faites le plus rapidement possible un produit minimum mais complet, qui dans l'idéal, vous voyez, ça va très loin, hein, c'est pas juste faire une bonne app, hein, vous avez réfléchi à un persona, un type d'utilisateur. Quelle attente ça va vous allez répondre? Vous faites une fonctionnalité, pas 32, un seul outil marketing dans l'idéal et un seul business model. Vous testez quelque chose à la fois, vous faites un projet complet, réduit. Permet de tester des choses. Et puis vous construisez. Alors au début, ça c'est notre utilisateur. Premier test, l'utilisateur s'en fout de votre application par la personne. Vous recommencez. Effet waouh. Mais vous gagnez toujours pas d'argent. Vous recommencez. 50 000 utilisateurs. Pas mal, mais toujours pas d'argent. Vous recommencez et vous arrivez au succès. Donc c'est on terre. C'est ça grosso modo l'INSA. Donc c'est vraiment pas un sprint, c'est un marathon. C'est pas une science exacte. Vous l'appliquez, vous le faites en 2005, ça marche pas, en 2012 ça marche, en 2017 ça marche pas. C'est comme tout. Bon, maintenant que vous avez parlé de la théorie, une startup, ça fait partie de ces trucs-là où quand tu la théorie, en un week-end tu deviens riche. C'est beaucoup plus difficile. Sur le grid, finalement, l'app qui fait ce qu'on lui demande, dans l'ergonomie sécurisée, etc., avec des notifications qui marchent, et encore techniquement, j'ai beaucoup de choses à apprendre, énormément de choses à apprendre. Moi, il m'a fallu 4 ans pour arriver à faire quelque chose comme ça tout seul. Avoir une app qui marche vraiment. 4 ans. C'était très long. Et je suis pas sûr que je fasse pas des apps qui répondent à aucun besoin, qui ne soient pas des produits à la commande. Mais je parle juste de la technique du produit, enfin du produit. Donc ça peut être long.
Donc la théorie, c'est un persona, une attente, un business model, ainsi de suite. En pratique, ça peut être, on tombe rapidement dans ce piège-là. Ah tiens, les gens n'aiment pas trop mon appli, je vais essayer un deuxième truc de marketing. Tiens, je vais rajouter cette fonctionnalité. Et je rajoute, et je rajoute, et je me rassure. Et je fais un espèce de monstre que personne n'utilisera. Donc ça, il faut y faire très attention. J'y fais hyper attention. J'ai un collègue qui me suit et je rajoute encore des fonctionnalités comme un con dans mon application. Donc c'est hyper compliqué. Ça, c'est vraiment un truc, c'est un des pièges les plus faciles, dans lequel on tombe le plus facilement. Ce que je retiens, commencez là où on est à l'aise. Partez pas sur une application sur Android, iPhone, si vous savez faire que de l'Android, si vous savez faire de l'Android, faites là où vous êtes plus à l'aise. Si vous faites du Cordova, faites du Cordova. Si vous faites du programmez, je sais pas quoi, en assembleur, faites-le. Faites-le où vous êtes à l'aise pour aller vite. Ajoutez des trucs, encore rien petit à petit. En tout cas, c'est comme ça que je le fais. Si vous faites pas comme ça, c'est pas grave, mais faites un truc qui marche vite. Alors, on fait souvent son petit truc. Moi, je vais faire un petit Google Form pour savoir ce que les gens pensent. Alors, les gens, ils aiment bien les voitures électriques, c'est vachement pratique et tout, c'est écolo. Puis quand on mesure vraiment le Firebase avec Fabric, bah non, les mecs, ils veulent une Porsche. Attention, les gens font rarement ce qu'ils disent. Les gens sont des connards, ils le disent pas. Donc, autre point, rapidement, avec Fabric, tout ça, on peut se faire des super tableaux Excel et puis on fait un truc Python dessus, des machins, et on... Voilà, alors déjà, attention à ne pas mettre, avec Firebase, on peut vraiment quasiment suivre tout ce que fait l'utilisateur. Déjà au niveau éthique, c'est pas top. Et puis, comment dire, je fais la transition, au début, quand vous avez que quelques utilisateurs, avoir un super truc Firebase, c'est pas très utile. Moi, je fais du test à la grimace. Je demande à un copain d'installer l'app et je me mets à côté de lui. Quand il sourit, ça veut dire que c'est un truc sympa qui se passe. Quand il fait une grimace, quelle qu'elle soit, il y a un souci. Le but du jeu, c'est qu'il fasse de moins en moins de grimaces. Donc au début, allez voir les gens et regardez comment ils réagissent. En plus, c'est Shaquille O'Neal, ça peut être sympa. Mais plus les gens font, voilà, allez dans vraiment plus qualitatif que quantitatif au début. Attention, c'est très dur, parce que autant sur Firebase, t'es chez toi, t'es tranquille, les chiffres sont pas bons. Mais la première fois que tu montres une app à un copain et qu'il arrête pas de faire la gueule, ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est comme ça qu'on progresse. La suite, combien de temps? 1 minute. La suite rapidement. Get Kilometer, donc version bêta, je teste. Je vais me faire normalement défoncer, mais c'est le but du jeu, par les Google Developer Experts à 13h. Vous savez, ils font du live app test, donc il y aura la mienne. Et Yal m'a dit déjà qu'elle était pas mal, mais qu'il y avait un problème fondamental. Elle dit, ça va, ça va. Ça fait partie du jeu. Ça, je ne vais pas me faire plaisir, mais je vais apprendre des choses. Il y a peu de chances que je rachète Google grâce à mon app. Mais, Kilomètre, j'ai un projet d'app de météo, j'en ai d'autres. À force, faire plusieurs apps, je sais pas, 3, 4, chacune font 30 000, on va peut-être arriver à quelque chose. On verra, dans 3-4 ans, je vous dirai. Surtout que je peux me baser maintenant, Kilomètre, ça m'a mis 4 ans pour arriver à quelque chose que j'aime, techniquement. Je pense que Nexttrain me prendra beaucoup moins de temps. Et puis celle d'après, beaucoup moins de temps, ainsi de suite, petit à petit. Puis il y a peut-être des gens qui vont venir me contacter pour être avec moi, on va peut-être passer une équipe de 2-3, on va pouvoir accélérer. Donc, voilà. J'ai appris plein de choses. J'apprends plein de choses et c'est vraiment très intéressant. J'en profite pour un peu ouvrir le débat. Nous, les développeurs, on est quand même considérés dans la tour d'ivoire, surtout en France. Et nous, dans la tour d'ivoire, alors aux États-Unis, dans la tour d'ivoire, au loin, c'est génial, les développeurs font un truc magique. En France, on est en bas, les mecs qui bossent. En haut, c'est le chef, et il t'es bien gentil coco, mais tu me codes l'application 3 semaines. Je caricature pas trop, malheureusement. Donc, voilà, on a un peu réduit aux mecs qui pissent du code. Et ça, voilà. Et il y a un autre problème. Alors, je vais éteindre un peu. On a tendance, aussi souvent, on peut facilement tomber dans la super spécialisation. Je me suis amusé en 10 secondes à prendre un best-of de 4 ou 5 confs. Donc on peut se spécialiser dans le code. L'industrialisation of Deep Android Integration of Functional Code, Scaling Model Print with X Java 2. Voilà. Alors, quand on développe une app, l'avantage c'est que techniquement, peut-être, moi dans ce cas-là, je n'ai jamais fait, avec ce Java, j'ai pas eu le temps de m'y mettre, mais on s'ouvre les chakras, on attaque d'autres trucs. Alors oui, la technique c'est une sous-partie du produit, on n'est pas hyper fort, on ne connaît pas toutes les fonctions Android par cœur, mais on pense utilisateur avec X. On se dit, c'est bien joli tout ça, mais là, c'est pas juste un truc qui fait le job. Il faut aller chercher les gens avec les dents, il faut que ça rapporte des sous. Ça nous permet de nous ouvrir les idées. Et puis sur les startups, voilà, ça m'a aussi... les startups, c'est pas que du bullshit, c'est pas que des gens qui vous parlent de levée de fonds, c'est aussi des techniques qui permettent de travailler différemment, de manière itérative.
Et puis, alors ça je ne l'ai pas mis, mais c'est aussi notre façon de voir les choses. Dans les startups aussi, on est de moins en moins dans la tour d'ivoire, mais plutôt dans tout le monde au même niveau, et on parle tous ensemble. Donc il y a des choses intéressantes, et moi déjà, même si je m'arrête demain et que je me mets dans l'immobilier parce que ça rapporte plus d'argent, surtout à Bordeaux, les prix montent très rapidement, j'aurais vraiment passé un bon moment. Je me serais vraiment éclaté. À la limite de l'orgasme alimentaire. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long. Antonin sur la gueule, donc j'étais trop long. Je vais faire un petit selfie. Et après, on va faire un truc, on dit un truc de film X. On va faire un rôti avec les doigts. Un rôti avec les doigts. Faites pas les connards, est-ce que vous pourriez sourire, s'il vous plaît? Levez les bras, faites un truc. Ah ouais. Ouais. Merci. Le rôti avec les doigts. 5, attendez. On va faire tout simple. 5, c'est pas parfait, mais vous n'avez pas perdu votre temps, c'était vraiment intéressant, vous avez appris des choses. 4, intéressant, mais il y a au moins une chose qui vous gêne. Vraiment. 3, 2 choses qui vous gênent. Il y a peut-être une autre conférence qui était quand même bien mieux. 2, vous étiez mieux à la maison. 1, vous étiez mieux à la maison malade. 0, le suicide est sympa. J'espère qu'il n'y aura pas de 0. Donc vous êtes prêts, vous avez votre note? 1, 2, 3. Alors ceux qui ont mis 5, baissez la main. Ouais. 1, 4 au pif. Pourquoi 4? Toi là, avec les lunettes. Ah. Parce que tu mets pas 5. Pourquoi je mets pas 5? Parce que 5, ouais, c'est le top, quoi. C'est parfait, c'est excellent. Là, je trouvais ça bien, subtif, mais. Non, mais Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va en profiter pour poser une question? Un 4 avec une question, là-bas. D'abord bonjour, et j'ai trouvé votre conférence vraiment super et vraiment intéressante. Le seul truc que j'ai noté, moi, c'est que j'ai l'impression, un peu dans tout ce que vous avez dit durant votre conférence, que vous faites des applis pour faire de l'argent. Alors que moi, je pense que les applis qui fonctionnent, je peux prendre comme parler de Mark Zuckerberg, par exemple, quand il a fait Facebook, il ne voulait pas faire de l'argent, Jimi Hendrix, quand il a commencé à faire de la musique, il ne voulait pas vendre des disques. Et je pense que dans votre schéma, le problème, c'est que vous voulez faire de l'argent absolument, et on dirait que vous codez des applis pour faire de l'argent. Et c'est ça le problème que j'ai noté. Ah, c'est hyper intéressant. Alors, en fait, je voulais sortir. Il y a souvent une hypocrisie où les mecs disent, les success stories, oh, je fais une petite appli pour mon plaisir personnel, et puis j'ai mis 75 000 € de pub par jour, et grâce à ça, je suis devenu riche. Où les gens, surtout en France, on ne parle jamais d'argent. Donc j'ai vraiment voulu en parler. Alors après, oui, c'est peut-être un défaut de communication, j'étais peut-être un peu trop loin, et j'ai mis qu'une slide sur le plaisir. Il est possible que je gagne jamais d'argent avec mes apps, mais c'est vrai que c'est un vrai bonheur. Et je me rappelle quand j'ai sorti l'alpha de Kilomètre, j'avais plein de copains qui parlaient, j'ai dit ouais, quand t'es sur l'alpha, tu nous le dis, tu nous l'envoies, on l'a testé. J'ai envoyé à 10 copains, j'ai eu aucune réponse pendant 2 jours. Donc là, j'ai eu un espèce de baby blues de l'app. Tu sais, tout ça pour ça, les copains ne répondent même pas. Mais, puis je me suis aperçu qu'il y avait des bugs. Et je me suis dit, bah, tant pis, je vais quand même débugger. Et j'ai passé 7 heures à débugger comme un porc, et je me suis éclaté comme un fou. Et là, au bout de 7 heures, je me suis dit, non, il y a quand même un truc, c'est quand même sympa de débugger. Mais je voulais parler d'argent aussi pour pas être hypocrite. Mais la prochaine fois, je parlerai du plaisir de débugger, ainsi de suite. Est-ce que ça t'a rassuré? Un autre qui a mis... quelqu'un qui a mis 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis 3 qui a une question? 2? Quelqu'un a mis 2? On n'assume plus hein, quand il faut relever la main. Bon, est-ce que vous avez une dernière question? Je pense que c'est une dernière avant qu'on finisse. Ouais. 2, 3. Allez. Non, pas toi. Et pas le Toulousain. si on s'en fout de tous tes trucs marketing, UX et qu'on veut faire notre code, quelle est notre chance de succès autant que de prendre un météorite sur la gueule quand on habite sur la planète? Attends, je remets le code. Bah déjà, je pense que tu peux quand même t'intéresser. Alors, si tu veux vraiment du code pour toi, si tu veux pas faire ni du UX ni de marketing ni business model, alors business model, je veux bien croire. Tu veux pas faire d'argent, tu fais une appli gratuite. Ça veut dire qu'on ferme. On ferme. Tu veux faire une appli gratuite, pas de business model, marketing, tu trouves que c'est du bullshit malgré tout ce que j'ai dit, moi encore plus parce que je l'ai dit. C'est chiant à faire. Moi je pense que l'UX, il ne faut jamais l'oublier. Ou alors tu es un vrai égoïste, tu fais qu'une appli pour toi tout seul. Voilà. Et tu fais produit. De toute façon, il y a un côté loterie. Hein. Flappy Bird,
non, il y a une application qui s'appelait 2048, tu appuies sur des trucs. Ils en ont sorti 10 en même temps, et il y en a un qui a fait 100 000 fois plus de téléchargements que les autres, alors qu'il n'y avait quasiment aucune différence. Il y a une question de chance de toute façon. Justement, cette méthode-là, ça te permet de... Tu tentes ta chance une fois, ça ne marche pas, tu retentes, ainsi de suite. Ça permet de retenter la chance plusieurs fois. Une dernière avant qu'ils éteignent la lumière. Bonjour. Oui, Oui, en fait. Oui, bravo. Alors déjà, excellente présentation. J'avais juste par rapport, je crois que tu avais montré les chiffres, qu'il y avait à peu près 2,8 millions d'applications maintenant sur le store. Oui. Je pense juste que le ratio est peut-être pas forcément juste, parce qu'il se peut que selon l'application qu'on est en train de développer, il peut y avoir peut-être 15 concurrents, dans d'autres il peut y en avoir 100, dans d'autres 10 000. Donc après c'est aussi une question de s'adapter par rapport aux autres concurrents et... Enfin, oui. c'est pour ça que je trouvais que c'était juste un raccourci un peu trop rapide. Alors après, c'est pas gentil ce que tu veux dire. Oui, c'est un raccourci rapide, mais c'était pour dire que la concurrence était rude et que si tu as 2 800 000 en tout, même si tu vas sur un marché niche, tu as de fortes chances d'avoir 10-15 concurrents, dont des gratuits, ainsi de suite. Après, c'est vrai que c'est un conseil pour dans les startups, ils disent attaquez-vous plutôt un marché niche où il y a quelques concurrents. Si on a zéro, c'est mauvais signe. Si personne s'y intéresse, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de marché. Et aller dans un truc où il y a quelques concurrents, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns, il y a quelque chose à faire, et vous arrivez à vous en démarquer. Mais même si tu y penses quand même, imagine que tu fais une appli, genre si km/h j'ai 10 concurrents, ça fait quand même beaucoup. Même si c'est que 10. Pour se démarquer des 10 autres, c'est pas facile. Donc même 10, c'est pas mal. Est-ce que ça t'a rassuré, j'ai répondu ou pas? C'est pas mal? Bon, on en reparlera au repas. C'est du cidre. Et on va arrêter. Donc on peut en reparler tout de suite. Merci.